Bienvenue dans ce premier chapitre où nous allons intégrer notre premier élément d'interface. Mais avant toute chose, on va commencer par l'ouverture de la maquette et une découverte du logiciel. Alors comme je vous l'ai dit, le logiciel que j'ai choisi d'utiliser c'est Lunacy, donc vous pouvez le télécharger et l'installer sur votre système. Et ensuite, il vous faudra télécharger la maquette. Donc il y a deux versions. Si vous êtes premium, vous aurez ici un lien télécharger les sources. Donc vous cliquez dessus et vous dézippez le dossier. Et à l'intérieur, il y aura un fichier .free qui s'ouvrira donc avec Lunacy. Si vous n'êtes pas premium, je vous mettrai un lien dans la description qui contiendra une maquette avec les éléments d'interface dont vous aurez besoin pour suivre ce chapitre-là. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé et le fichier est ici. Et j'ai déjà aussi installé Lunacy, ce qui fait que lorsque je double-clique, le logiciel s'ouvre. Alors par défaut, si vous n'arrivez pas sur le design, vous avez ici un petit menu déroulant. Donc si vous arrivez par défaut sur Component, vous cliquez sur Design. Alors pour vous expliquer comment naviguer dans la maquette, premièrement vous pouvez utiliser la touche CTRL et la molette de votre souris pour dézoomer ou zoomer. Vous pouvez aussi utiliser les mouvements tactiles si vous êtes sur un trackpad. Ensuite, si vous voulez vous déplacer sur les côtés ou un petit peu partout dans la maquette, vous pouvez faire un clic sur la molette et faire un glisser-déposer. Une autre solution à ce niveau-là, c'est d'appuyer sur la touche Espace et ensuite avec un clic normal, vous vous déplacez où vous voulez dans votre maquette. Encore une fois, si vous utilisez le trackpad, vous pouvez utiliser le mouvement avec deux doigts. Donc moi, je vais dézoomer et je vais aller un petit peu sur le côté. Donc notre objectif dans cette maquette-là, ça va être de commencer par cette partie-là, la partie produit tendance. Sachant que nous, on va commencer par la version mobile. Sur ces maquettes-là, à chaque fois, vous aurez la version desktop à gauche et la version mobile. Vous avez ici la version desktop et la version mobile, et ainsi de suite, ainsi de suite. Parfois, il y a plusieurs versions mobiles, parce que là, par exemple, pour la partie sélection de produits, il y a un menu déroulant. Alors maintenant, comment on navigue sur les calques? Comment on observe ce qui nous intéresse, nous, en tant que développeurs, à savoir la taille des textes, la taille des polices, ce genre de choses. Donc vous avez la possibilité de cliquer une fois pour sélectionner un élément. Si vous double-cliquez, vous allez sélectionner un élément qui est enfant du précédent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si je veux sélectionner ce texte, il faut que je double-clique un certain nombre de fois. Et une fois que je suis arrivé sur le bon élément, je vais avoir tout un tas d'informations que je vais pouvoir utiliser pour justement traduire ça en CSS. Une autre approche, c'est de faire un contrôle, et quand vous maintenez la touche contrôle, automatiquement vous pouvez aller directement sélectionner un élément en particulier. Donc ça c'est très pratique pour aller directement trouver un texte et trouver les informations qui nous intéressent. Enfin, lorsque vous avez un calque sélectionné, vous pouvez mettre en surbrillance d'autres calques en passant dessus, mais si vous maintenez la touche Alt appuyée, il va vous montrer la position de l'élément par rapport aux autres. Donc ça c'est super pratique parce que ça vous permet par exemple, si je veux connaître à quel point ce texte-là est espacé par rapport au bord de ma carte, je peux sélectionner mon texte, je maintiens Alt, et si je passe sur le bord ici de la carte, on voit que j'ai un espacement de 20 pixels. Donc ça va être très utile pour pouvoir justement avoir les dimensions. Donc il faut savoir que ce que je vous montre ici, c'est valable sur la plupart des logiciels de design, ils utilisent à peu près tous les mêmes raccourcis. Donc après, nous, ce qui va nous intéresser, c'est lorsque l'on va être sur un élément, c'est toutes les dimensions. Par exemple, sur une police, on est intéressé par la couleur de texte, on est intéressé par la taille de police, la police utilisée. Certains logiciels de design proposent un système d'export CSS par défaut. C'est le cas ici sur Lunacy, si vous cliquez sur Export, et en bas vous déroulez ce petit panneau CSS, vous allez avoir le CSS qui va vous être montré. Alors, malheureusement, il n'est pas directement exploitable parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément faites correctement. Par exemple, il met ça en position absolue, ce qui n'a pas de sens. La largeur devrait être automatique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a pas mal de petits trucs qui vont pas. Donc, mais on pourra utiliser ce panneau-là pour extirper des informations intéressantes, comme par exemple le code hexadécimal de la couleur, ou encore la taille de la police et son graissage. Mais en général, vous pouvez aussi utiliser directement ce panneau-là pour avoir les informations qui vous intéressent. Alors maintenant, avant de pouvoir attaquer ce bloc-là, on va commencer par créer la structure de notre application. Donc moi, j'ai déjà créé un dossier vide dans lequel j'ai mon design et je vais commencer à créer les fichiers à l'intérieur de ce dossier. Je l'ai aussi ouvert avec mon éditeur. Donc moi ici, j'utilise WebStorm qui est gratuit pour une utilisation non commerciale. Mais si vous utilisez Visual Studio Code ou n'importe quel éditeur, ça n'a pas d'importance. On ne va pas utiliser de fonctionnalités particulières à cet éditeur. Je vais commencer par créer un nouveau fichier, donc je fais un clic droit sur le dossier et je vais créer un nouveau fichier index.html. À l'intérieur de ce fichier-là, je vais utiliser l'abréviation HTML 2.5 et appuyer sur Tab. Ça va permettre de générer directement la structure HTML de base d'une page. C'est un petit raccourci très rapide et très sympa. Par défaut, la langue, on va mettre ça en français. On va laisser le charset UTF-8 et au niveau du titre de la page, on va utiliser le nom du site.
Donc, si je remonte un petit peu en dézoomant, il s'appelait Pretium. Donc au niveau de mon éditeur, je vais mettre dans le titre Pretium. Et c'est à l'intérieur du body que je vais pouvoir commencer à travailler. Je vais aussi en profiter pour créer un fichier CSS qui contiendra les règles. Donc je vais créer une balise link. Donc je peux juste taper link et appuyer sur tab. Donc ça me génère la balise link. Et dans le href, je vais lui dire, il faut que tu ailles charger le fichier qui va se trouver dans un dossier CSS et qui s'appellera style.css. Moi j'aime bien en général avoir un dossier qui contiendra toutes mes feuilles de style. Par défaut, ce dossier n'existe pas, donc je vais aller le créer. Je vais lui dire créer un nouveau fichier qu'on placera dans le dossier CSS et que l'on appellera style.css. Dans ce dossier-là, juste pour tester que mon style est bien appliqué, je vais utiliser le sélecteur body pour sélectionner le corps de ma page et on va mettre un background, donc pour mettre une couleur de fond, et on va mettre du gris. Ça me permettra de voir si ce CSS est bien appliqué. Donc maintenant que j'ai créé ce fichier-là, j'aimerais bien l'afficher au niveau de mon navigateur. Donc je pourrais directement déplacer ce fichier au niveau de mon navigateur, mais je vais utiliser une fonctionnalité de mon éditeur pour avoir un serveur qui se réactualise automatiquement dès que je fais des modifications. Ça m'évitera de devoir faire des allers-retours à chaque fois pour actualiser la page. Donc dans le cadre de WebStorm, je peux cliquer ici, aller ensuite dans View, et ensuite aller dans Open in Browser. Et je vais cliquer sur Default pour ouvrir mon navigateur par défaut. Et là, je vois bien que j'ai ma page avec le fond gris, ce qui veut dire que mon CSS est bien chargé et que tout fonctionne bien. Si vous êtes sur VS Code, vous pouvez utiliser des extensions comme Live Preview ou Live View ou Live Server qui vous permettront d'avoir justement le même comportement. L'avantage ici, c'est que si jamais je décide de changer la couleur de fond, imaginons je veux mettre du blanc, dès que je vais sauvegarder, le changement va se voir en live. Donc j'ai rapetissé ma fenêtre de navigateur assez petite pour simuler un mobile. Parce que dans le cadre de notre intégration, on va faire ce que l'on appelle du mobile first. On va commencer par le mobile. Donc je vais reprendre mon élément ici et on va commencer donc par sa version mobile. Alors j'ai choisi de commencer par cet élément-là, tout simplement parce que c'est un élément qui me donnait envie et que j'estimais qu'il était intéressant pour la vidéo. Il faut savoir que quand vous intégrez une maquette, vous n'êtes pas obligé de commencer systématiquement par l'entête et de faire les éléments les uns en dessous des autres au fur et à mesure. Vous pouvez commencer par ce qui vous intéresse le plus. Moi je vous conseille de commencer par un élément qui vous inspire, ça vous permettra de vous mettre en jambe et de vous donner une petite vitesse de démarrage pour pouvoir ensuite avancer. N'allez pas tout de suite vers un élément qui vous semble trop compliqué parce que ça vous empêcherait de bien commencer. Moi, dans mon cas, je me dis que l'élément qui est intéressant, c'est cette fiche produit. Donc, on va commencer par intégrer cette partie-là. Donc, si je clique sur ce calque-là, je vois que c'est un calque qui est affiché en rose. Alors, la couleur peut varier d'un logiciel à l'autre, mais ça nous indique que c'est un composant. Le designer, comme nous, au final, il va créer des éléments qu'il va pouvoir réutiliser à plusieurs endroits. L'avantage, c'est que si on lui demande une modification, il pourra la faire à un seul endroit et cette modification s'appliquera sur les autres éléments. Typiquement ici, il a créé un composant pour représenter cette fiche produit. Et c'est ce composant-là qu'il réutilise pour chaque élément, en changeant à chaque fois l'image et le titre. Ça lui permet, si le client lui demande de changer par exemple la couleur de la bordure, de ne le faire qu'une fois et automatiquement cette modification s'appliquera aux autres. Donc si je prends mon élément et que je fais un clic droit dessus, je peux avoir cette option Go to Component qui m'amène sur une page qui liste tous les composants qui sont utilisés dans cette maquette. Donc les composants, ce sont des petits blocs réutilisables. Donc c'est ce sur quoi nous on va travailler aussi. Donc on va créer un composant, c'est-à-dire la structure HTML qui correspond à ça, et à chaque fois qu'on aura une fiche produit, on pourra réutiliser notre structure HTML. Alors pour la structure HTML justement, comment je réfléchis ? Moi, au début, je me concentre pas trop sur comment je vais styliser les choses. Je réfléchis surtout aux éléments qui composent ce composant et ensuite, je vois comment les styliser. Donc, au total, j'ai un élément qui va englober le tout. J'ai à l'intérieur une image, cette partie qui va montrer la localisation, qui va être une partie qui intègre une icône, puis ensuite le texte. Et ensuite, je vais avoir ce titre-là et le prix et enfin le bouton. Donc, je vais créer la structure HTML qui correspond à ça. Donc au niveau de mon body, je vais commencer par créer une première balise que je vais appeler article. Parce que j'estime que c'est un article comme un produit. Je vais ensuite lui donner une classe qui me permettra de le styliser en CSS. Et là, on arrive toujours à la partie compliquée, c'est de trouver des bons noms de classe. Alors moi, je me dis que ça, c'est une fiche produit, donc je vais l'appeler product card. C'est une carte produit. Donc product-card. Donc à l'intérieur, je vais avoir une image. Alors cette image, je vais avoir besoin de lui mettre justement un fichier afin qu'il puisse charger le visuel.
Alors là, on a deux approches. Soit vous pouvez mettre l'image de la maquette, soit vous pouvez utiliser un site comme par exemple Lorem Pixum qui permet de générer des images à la volée. C'est intéressant quand vous voulez aller vite et que vous voulez pas vous embêter. Si les images n'ont pas d'importance, vous pouvez prendre la taille de l'image sur la maquette. Donc par exemple ici c'est 161 par 124. Je peux le voir en sélectionnant l'élément. Et du coup, à ce niveau-là, je vais mettre l'image Lorem Pixum et je vais lui dire que c'est une image en 161 par 124. Et si je reviens au niveau de ma page, on va voir que l'image est chargée et à chaque fois qu'on réactualise, ça nous génère une image aléatoire. Si jamais c'est une maquette pour laquelle vous voulez exporter les visuels, vous pouvez le faire. Donc vous sélectionnez votre image, vous allez cliquer sur Export ici et vous avez ici l'image. Alors attention, c'est l'image dans son format original. Vous voyez qu'ici c'est 1500 par 900. Donc je vais télécharger cette image-là et la mettre dans un nouveau dossier que je vais appeler image. Et je vais l'appeler shoes comme chaussures en anglais, .png. Alors là, il faut faire attention. Si je mets directement cette image-là, on va avoir deux inconvénients. Le premier, c'est que la taille est beaucoup trop grande et le format PNG n'est pas adapté à une photo. On le voit aussi, si je regarde le dossier image dans lequel j'ai stocké l'image, cette image, elle pèse 1,8 mégas. C'est très très gros pour une image qui sert de miniature au niveau d'une carte produit. Donc ce que je peux faire, c'est la redimensionner pour qu'elle ait le format identique à la maquette. Alors pour redimensionner une image, il y a plein de logiciels que vous pouvez utiliser, mais un outil que j'aime bien, surtout qu'il fonctionne en ligne, c'est Squoosh.app. C'est un système qui permet aussi d'optimiser des images, donc c'est très très simple à utiliser. On va déplacer notre image dessus. Ensuite, on va cocher Resize pour redimensionner notre image, et on va préciser qu'on veut une largeur de 161. Ensuite, on veut une hauteur de 124, mais là, il ne nous laissera pas taper cette hauteur-là. Il faut décocher cette case Maintain Aspect Ratio. C'est une case qui fait que par défaut, il ne fait en sorte que la largeur et la hauteur soient le même multiple que l'original. Donc là, je vais mettre 124. Alors ça paraît tout pixelisé parce que il essaie de la grossir, mais si je dézoome, on voit que l'image, elle n'est pas trop dégradée. Et après, je peux choisir le mode de compression. Donc il en existe plusieurs, mais on va laisser celui par défaut. Et on voit là que l'image qui va être générée, elle va peser beaucoup moins. Donc c'est très intéressant parce que sur mobile, on n'a pas forcément envie que les gens mettent 2 heures à télécharger nos images. Donc je clique sur le bouton télécharger et je vais appeler cette image shoes-thumb pour dire c'est une miniature. Maintenant, au niveau de mon intégration, plutôt que de charger une image au hasard, je peux charger mon image qui s'appelle shoes-thumb. On verra comment gérer les autres versions un petit peu plus tard. Je vais aussi en profiter pour ajouter un attribut width et je vais donner une largeur de 161 et une hauteur de 124. Ça permet d'indiquer au navigateur la taille de l'image avant même de l'avoir chargée. Enfin, on va rajouter une classe pour pouvoir cibler cette image en CSS. Et vu que moi, je me dis que c'est une miniature qui est utilisée dans une carte produit, je vais l'appeler product-card _ image. Alors je choisis d'avoir un nom qui est composé à partir de ce nom-là, plutôt que d'avoir un nom générique. Le problème d'un nom générique, c'est qu'ensuite, quand on va vouloir cibler cet élément-là, on va devoir utiliser ce sélecteur-là, puis ce sélecteur-là. Alors que là, en un seul sélecteur, je peux directement atteindre cet élément-là. Donc ça va être un petit peu plus pratique et ça permettra d'avoir un CSS un petit peu plus simple aussi à comprendre. Donc ensuite, on a cette partie localisation. Alors la partie localisation, si on regarde un petit peu les autres composants, on voit qu'elle est réutilisée ailleurs. Donc je me dis que je vais me créer une classe qui va être générique pour ça. C'est une classe qui est en deux parties. D'abord cette icône-là, puis ensuite le texte. Si vous voulez copier le texte, vous faites un CTRL-clic sur le texte et vous pouvez faire CTRL-C. Ou vous faites clic droit, copie, et vous pouvez copier le texte ici. Donc au niveau de mon HTML, je vais créer une nouvelle div, et je vais lui donner comme classe location. Alors là, je me permets d'avoir une classe générique, parce que c'est un élément qu'on va retrouver à plusieurs endroits. À l'intérieur, j'y mets mon texte, et j'ai besoin de mettre l'icône. Donc les icônes, souvent, on va les exporter non pas en format image, mais en format SVG. C'est un format qui est très adapté pour les icônes. Donc ici, je clique sur cette icône-là et je vois que le calque apparaît en rose parce que c'est un composant. Donc je fais un clic droit et je lui demande d'aller au composant. Il est ici. Je vais ensuite le sélectionner et je vais faire un clic droit, copy as et je copie comme SVG.
Et ce SVG, je vais venir le mettre ici. Alors on voit que quand il l'a copié, il le copie avec plein de balises qui sont un petit peu inutiles. Et il y a cette balise-là aussi que normalement on ne mettra pas. Si je fais ça, hop, et que je regarde au niveau de ma page, bon, il va pas forcément apparaître parce qu'il est de couleur blanche et mon fond est déjà de couleur blanche. Pour éviter ça, je peux regarder mes deux chemins qui sont ici. Et si je vais un petit peu à droite, on a la couleur de remplissage qui est ici. Donc nous, plutôt que de laisser du blanc, on va mettre courante color. Et on va faire la même chose, hop, ici. Ça, le courant color permet de préciser que notre SVG, donc les formes de notre SVG, vont utiliser comme couleur la couleur du texte. Donc vu que notre texte est en noir, par défaut, ça va être en noir ici. De la même manière que pour les images, on a la possibilité d'optimiser les SVG grâce à une petite application qui est disponible aussi en ligne qui s'appelle SVG Optimizer. Donc c'est SVG OMG si vous voulez. Et là, vous copiez le code de votre SVG. Vous allez directement le coller ici. Donc votre SVG devrait apparaître au milieu. Et vous avez plein de cases à cocher. Donc nous, on va juste laisser cette case-là décochée. Et tout le reste, on va le cocher. Voilà. Et ça vous montre en bas l'espace que vous allez gagner grâce à cette optimisation. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est changer la précision. Comme on le voit au niveau de notre code HTML, les chiffres, ils ont une certaine précision. Et en fait, en bougeant ce curseur-là, vous pouvez réduire la précision, sachant que si vous la réduisez trop, vous voyez que le SVG donne un petit peu n'importe quoi. Mais ça permet d'avoir des chiffres moins précis et du coup d'avoir un SVG qui va peser un petit peu moins. Une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez ici sur copier et vous le collez au niveau de votre code HTML. Et vous allez voir la différence, elle est assez significative, les lignes sont beaucoup moins longues. Voilà. Donc maintenant, je reviens au niveau de ma page et on voit qu'on a toujours ce SVG là. Alors il a une taille beaucoup plus grande parce qu'il n'a pas l'attribut width et height, mais ce n'est pas grave, on le pilotera en CSS. Ok, donc ensuite on a notre titre qui affiche le nom du produit. Donc je vais sur la maquette, donc je peux cliquer ici pour revenir là où j'en étais. Et ensuite je vais sélectionner mon texte, faire CTRL-C, et je vais venir ici, créer une nouvelle div. Et on va lui donner comme classe product-card underscore title. Ensuite, on aura le prix. Donc, je crée encore une div. Je lui donne comme classe product-card underscore price. Et on va mettre 15 €. Et enfin, il y a un petit élément que j'avais oublié, c'est ce petit bouton en haut. Donc, on va le mettre maintenant. On va créer un button qui sera le bouton qui permettra de liker. Donc on va l'appeler product card underscore like. À l'intérieur, on a une icône, donc on va utiliser ce SVG là. Donc pareil, c'est un composant. Je vais au composant principal. Hop. Je le sélectionne, je le copie comme SVG. Je vais directement ouvrir SVG OMG pour le déplacer. Je garde comme ça les mêmes préférences. Je copie et je le mets dans mon HTML. À ce niveau-là, je vais juste changer la couleur de remplissage qui est mis en dur ici, et je vais mettre courante color. Et là, on a terminé avec la structure HTML de notre élément qui, pour l'instant, n'a pas du tout la bonne apparence sur le site web. Donc au niveau du CSS, on va pas directement écrire tout dans ce fichier style.css, ça serait beaucoup trop long et pas forcément facile de s'organiser, donc on va séparer dans plusieurs fichiers. Donc, le premier fichier que je vais créer, c'est un fichier qui va contenir les variables CSS que l'on pourra réutiliser. Dans le cadre d'une maquette, souvent ce que va faire le designer, c'est qu'il va créer une palette de couleurs qu'il pourra utiliser à plusieurs endroits. Si je prends un exemple concret, peu importe l'élément que je vais sélectionner, mais par exemple celui-ci, si je vais dans la partie design, on voit que la couleur qui est utilisée, elle a un nom, elle s'appelle ici contraste. Je peux effectivement cliquer ici et avoir la valeur hexadécimale que je pourrais mettre dans mon CSS. Mais si j'ai un nom ici, c'est parce que le designer, il a créé une palette. Cette palette, on la voit lorsque je clique sur le nom de la couleur. Elle est aussi accessible dans cette partie, ici, variable. Donc on a toutes ces couleurs-là qui vont être utilisées. L'avantage, c'est que si jamais le designer voulait changer la couleur du site, il aurait juste à changer cette couleur ici, et ça le changerait partout où elle est utilisée. Donc dans notre cas, on peut imiter cette logique-là et créer des variables qui correspondent aux couleurs qui sont utilisées par le designer. Donc dans mon style.css, je vais supprimer ce que j'ai déjà fait et je vais faire un @import
et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler variable.css. Ce fichier-là, il n'existe pas, donc je vais aller le créer. Donc soit je fais un clic droit et nouveau fichier, soit dans le cadre de WebStorm, je peux ici sélectionner ce texte qui est en rouge, faire Alt plus Entrée, et accepter la première option qui me permet de créer le fichier CSS. Ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Je vais ici créer le sélecteur route qui me permet de sélectionner l'élément racine. Et on va déclarer une variable qui correspond à la première couleur. Donc ici, je prends cette couleur-là, je clique sur Réglages et je sélectionne voilà, la valeur hexadécimale. Et dans mon CSS, je vais venir la reporter. Et je vais faire ça pour l'ensemble des couleurs que je retrouve dans ma maquette. Donc ça, c'est la première. La seconde s'appelle contraste, donc c'est la couleur verte que l'on va retrouver vraiment à plein d'endroits dans la maquette, et je vais reporter toutes ces valeurs-là. Donc je vous passe ça un petit peu en avance rapide parce que c'est pas forcément très intéressant, vous avez compris le principe. Juste une petite précision, je choisis d'utiliser les mêmes noms de variables que le designer, comme ça me permet de plus rapidement m'y retrouver. Et je vous conseille de faire de même, c'est beaucoup mieux. Si le designer n'a pas fait ce travail-là, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même créer ce sélecteur et dès que vous rencontrez une nouvelle couleur, vous créez une variable qui correspondra à cette nouvelle couleur et ensuite vous l'utilisez partout. Je vous conseille d'avoir vraiment des variables pour les couleurs, ça vous permet ensuite de changer les choses beaucoup plus simplement. Alors tant qu'on est en train de parler des styles réutilisables, dans le cas de certains logiciels, on peut aussi avoir des styles de texte qui sont préconçus. Donc c'est par exemple le cas ici, il y a des styles de texte, donc on pourrait créer des classes qui correspondraient à ces différents styles. Cependant, pour l'instant, on ne va pas s'y intéresser, on en parlera un petit peu plus tard. Donc je reviens sur ma carte produit et on va pouvoir attaquer. Donc d'abord, on a l'élément qui englobe. Donc je fais un CTRL-clic pour le sélectionner et on voit que ça a comme valeur de bordure une bordure de taille 1 avec la couleur border. Donc je vais aller créer un fichier CSS qui correspondra à cette carte produit. Donc de manière plus générale, moi je vais appeler ce CSS simplement product. Donc je vais dupliquer cette ligne-là et je vais l'appeler product. Je fais un Alt Entrée pour créer le fichier et on va commencer par le product card. Dans le cadre de WebStorm, il me propose automatiquement toutes les classes qui sont utilisées dans l'HTML. Ça me permet d'aller encore plus vite. Donc pour la bordure, on va faire une bordure solide de 1 pixel et qui aura comme couleur la variable border. Ensuite, on voit que les contenus sont espacés par rapport à la bordure. Donc je sélectionne mon image par exemple, je maintiens Alt et quand je passe autour, on voit qu'on a un padding de 6 pixels. On a une marge intérieure de 6 pixels. De la même manière, on voit que la couleur de fond de notre carte est blanc. Donc ici, j'en profite pour faire un background et on va mettre une variable et c'est texte inversé. Ensuite, on va mettre un padding pour la marge intérieure et on va dire 6 pixels. Alors souvent, lorsque l'on parle de taille, on vous dira d'utiliser des REM. Donc les REM permettent d'indiquer les valeurs relativement à la taille de la police. Et à ce moment-là, il faut réfléchir. Est-ce que si un utilisateur a choisi d'avoir une police par défaut sur son navigateur plus grosse, vous estimez que l'espacement entre cette carte et l'image doit être plus gros? Si la réponse est oui, vous mettez la valeur en REM. Si ce n'est pas le cas, et moi j'estime ici que ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser les valeurs en pixels. Donc ensuite, on a notre image. Donc notre image, elle a par défaut une largeur de 161 par 124, mais il faut se dire que l'élément il peut être flexible. En fonction de la largeur de la fenêtre, notre carte elle pourrait grandir ou rapetisser. Ce qui est important, c'est que l'image, par exemple, elle garde sa hauteur ou qu'elle garde son ratio. Donc pour l'instant, on va prendre le cas où elle gardait sa hauteur. Donc au niveau de mon CSS, je vais venir sélectionner mon product card image et je vais lui dire, je veux que tu aies une largeur de 100%, prends toute la place qui t'est allouée, mais par contre, je vais te fixer une hauteur à 124 pixels. Si je regarde ce que ça donne, on voit que l'image est allongée et complètement déformée et elle se déforme de plus en plus suivant que j'agrandisse ou rapetisse ma fenêtre. Donc pour éviter ce problème-là, je peux utiliser la propriété Object Fit qui permet d'indiquer comment l'image va se positionner à l'intérieur de ce cadre-là et je vais mettre Cover. Ça permettra d'avoir une image, vous voyez, qui est toujours au ratio original et hop, qui s'agrandira ou qui se rapetissera. Alors elle pixelise beaucoup parce que nous on avait dit que par défaut elle allait faire 161 au maximum. Mais vous voyez que le ratio est conservé. On remarque peut-être que l'image originale elle m'a l'air un petit peu écrasée. Donc au niveau de Squoosh, quand j'ai généré l'image, j'aurais dû ici cocher Contain plutôt que Stretch. Ça permet d'avoir une image qui est contenue plutôt que élargie. Donc je vais cliquer ici sur Contain et je vais retélécharger l'image.
Donc je reviens sur ma maquette. Voilà. Et on voit que ça a ce format-là. Mais si c'était plus petit, ça fonctionnerait. Donc pour l'instant, on va laisser ça. Si je regarde au niveau de la maquette, on a des bords arrondis. De la même manière, on avait des bords arrondis sur la carte. Ça, on le voit à ce niveau-là. Donc c'est un border radius de 20 pixels. Pareil, on met des pixels ici parce que je me dis que c'est pas forcément influencé par la taille de la police. Pour l'image, on a un border radius de 18. Donc ensuite, on va passer à cette partie-là. Cette partie qui nous montre la localisation. Et on voit que cette partie-là, elle est espacée par rapport à l'image. Pour tout ce qui est espacement, je ne m'en occupe pas. J'estime que ce n'est pas aux éléments de gérer leur espacement, mais ça sera le parent qui la définira. Donc pour l'instant, on ne s'occupe pas de la marge qu'il y a entre les éléments. Pour ce contenu-là, on voit que les éléments sont espacés à l'intérieur. Donc on peut passer ici sur ces petits curseurs pour voir l'espacement. On l'a aussi à ce niveau-là, où on peut sélectionner un élément enfant et faire la touche Alt pour voir la position du truc autour. Il y a plein de solutions à ce niveau-là. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est un élément qui a une grosse bordure arrondie et qui a une couleur de fond qui est contrast light et qui a donc une marge intérieure de 4 en haut et 12 sur les côtés. Donc j'ai juste à traduire ça. Je peux aussi utiliser la partie export, mais comme je vous disais, ça va générer beaucoup de code et pas forcément ce qui nous intéresse. Donc moi, je l'utilise assez peu cette partie-là. Donc au niveau de mon intégration, hop, je vais lui préciser que le location, pour l'instant je le laisse dans la partie produit, il va avoir un padding donc de 4 pixels en hauteur et 12 pixels sur les côtés. Et ça, je me dis d'ailleurs que ça pourrait être plus pertinent que ça soit relatif à la taille de la police. Si la taille de la police est plus grande, il faudrait effectivement que l'espace autour soit aussi plus grand pour que ça respire toujours de la même manière. Donc si on part du principe que la taille de la police pour un utilisateur standard est de 16 pixels, 4 pixels, ça correspond à 0,25 REM. 12 pixels, je n'en ai aucune idée de mémoire, donc on va faire le petit calcul, 12 divisé par 16, et ça nous donne 0,75. En même temps, je suis un peu bête parce que c'est 3 fois 4, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut utiliser la calculatrice. Ensuite, on va mettre une couleur de fond, et on va utiliser la variable contrast light, et on va mettre un border radius, hop, très important, donc sur la maquette c'était 111 pixels, pour que ça soit arrondi. Ensuite, on a besoin de faire en sorte que la couleur change, parce que par défaut, on voit que c'est un petit peu vert. Donc, c'est la couleur de contraste qui est utilisée. Donc, à ce niveau-là, je vais lui dire que la couleur de cet élément-là, la couleur du texte, c'est contraste. Le SVG est censé aussi être plus petit. Il fait 12 pixels. Donc, on va préciser que dans le location, on peut utiliser l'imbrication vu que c'est maintenant supporté nativement par les navigateurs et on va lui dire qu'on veut une largeur de 12 pixels et une hauteur de 12 pixels. Comme pour le padding, j'estime que la taille de l'icône doit être proportionnelle à la taille de la police. Donc on va tout définir en REM. Le texte n'a pas l'air d'avoir la bonne apparence, donc le texte il est censé faire 10 pixels avec une hauteur de ligne de 20. Donc 10 pixels en REM ça fait 0,625. Donc on va préciser ici qu'on veut un font size de 0,625 REM. Et on a une hauteur de 20, donc c'est 2 fois la taille de la police. Donc là on va pas s'embêter, on va faire un line 8 de 2. Ça multipliera par 2 la taille de la police. On a une font weight, donc un graissage en medium. Medium c'est 500 il me semble. Donc ici on va mettre font weight et on mettra 500. 400 c'est regular ou normal. 500 c'est medium, 600 c'est semi-bold et 700 c'est bold. Donc maintenant si je reviens, ça a la bonne apparence, mais on voit que c'est placé un petit peu trop bas par rapport à l'icône. Donc là typiquement on a deux éléments qui sont l'un à côté de l'autre. Donc ça veut dire qu'on va devoir utiliser un display flex. Ce que je vais faire avant c'est inspecter la distance qu'il y a entre les deux éléments, 4 pixels. Donc à ce niveau-là je vais préciser que le location il est en display flex. Je vais préciser qu'on veut un align items à center pour que les deux éléments soient alignés au centre et on voit que la position du texte est beaucoup mieux. Et on va préciser qu'on veut un gap de 4 pixels. Et ce gap-là, on va le faire en REM parce que ça va être relatif à la taille de la police. Dernier petit point qui pose problème, c'est que la police n'est pas la bonne. On voit que c'est une police un petit peu bizarre. Donc pour tous les styles un petit peu génériques, on va les mettre dans un nouveau fichier que l'on va appeler
reset, qui va nous permettre de réinitialiser ou de définir tous les styles globaux. Donc je vais l'appeler reset, ce fichier-là, je vais aller le créer, et je vais aller lui dire pour le body, je vais changer le font family. Et on va mettre par défaut sans sérif. Donc là, ça se voit pas forcément, mais toutes les lettres, vous voyez, elles ont des petites tiges, et en sans sérif, elles les ont plus. Mais si on regarde sur la maquette, on nous dit que la police qui est utilisée, c'est Montserrat. Alors ce n'est pas une police qui est disponible par défaut sur les systèmes d'exploitation sur lesquels je me trouve, et de manière générale sur les systèmes d'exploitation des utilisateurs. Donc cette police-là, on pourra l'utiliser en utilisant Google Font par exemple. Donc vous avez Google Font et vous avez aussi un nouveau système aujourd'hui qui s'appelle Bunny Font, qui permet d'avoir la même chose, mais qui respecte plus la vie privée. Google, le problème c'est que il télécharge les choses et il espionne un peu vos utilisateurs, mais vous pouvez utiliser les deux de manière complètement interchangeable. Je vous montre sur Google Font, vous cherchez la police qui vous intéresse. Donc nous ici ça va être Montserrat. Et vous cliquez sur Get Font et vous pouvez télécharger le code Embed. C'est le code que vous allez devoir mettre dans votre HTML. Et vous prenez toute cette partie-là que vous mettez dans votre partie en tête. Dans le cadre de Bunny Fonts, mais vous pouvez aussi en utiliser plein d'autres. Là, c'est les deux seuls qui me viennent en tête. Je tape Montserrat, je clique dessus et on me montre le rendu de la police et je peux choisir d'ajouter des variantes. Donc là, je vais préciser que je veux utiliser la version normale, je vais utiliser la medium, donc ça, c'est les graissages, la semi-bold et la bold. Donc l'idée, c'est de ne prendre que les variables qui vous intéressent et dont vous avez besoin. Dans le cadre de Google Font, il utilise un système qu'on appelle une police qui est variable et donc il n'y a pas vraiment cette notion-là. Et ensuite ici, on me donne le CSS que je peux utiliser. Mais j'ai aussi la possibilité de switcher en HTML et dans ce cas-là, ça me donne les balises que je peux utiliser. Donc si je reviens au niveau de mon HTML, hop, je peux venir tout en haut et mettre ces éléments-là. Et ensuite, dans mon reset.css, je vais préciser que je vais utiliser Montserrat par défaut. Voilà, et ça va permettre de charger la bonne police à ce niveau-là. Donc à vous de voir, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre de manière complètement interchangeable pour le coup. Au passage, on voit que cet élément-là est beaucoup trop grand. Par défaut, une div prend la totalité de la largeur qui lui est allouée. Alors moi, je veux pas que ce soit le cas pour cet élément-là. Donc au niveau de ma partie location, je vais préciser que je veux une largeur qui sera égale au max content, donc au contenu maximal de l'élément. Ok, alors maintenant on arrive sur la partie prix. Donc je fais un contrôle-clic et on voit qu'il utilise un style particulier. Donc comme je vous le disais initialement, le designer peut créer des styles de texte qu'il peut ensuite modifier à volonté et ça le modifie partout où il est utilisé dans la maquette. Donc quand vous faites du CSS, je vous conseillerais de vous aussi faire des styles de texte. Comme ça, c'est des styles que vous pouvez utiliser partout et que vous pouvez aussi modifier plus facilement. Donc ici, je ne vais pas créer directement mon product card title dans cette feuille de style. Je vais créer une nouvelle feuille de style que je vais appeler texte et c'est dans cette feuille de style que je mettrai tous les styles de texte. Ça me permettra d'être mieux organisé à ce niveau-là. Donc dans mon style.css, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais mettre peut-être avant products et je vais l'appeler text.css. Je crée ce nouveau fichier et on va créer un style de texte pour le product card title. S'il faut plus tard, on changera ce nom-là. Pour l'instant, on s'embête pas, on ne réfléchit pas en amont. Si je fais un contrôle-clic, on me dit que c'est du Montserrat, donc ça c'est la police par défaut, c'est du bold, donc ça veut dire que ça il faut le préciser. Donc on va dire font weight et on mettra bold. Ensuite, la taille de la police, donc c'est font-size, ça sera 12, donc 12 c'est 0,725 rem. 18, je n'ai aucune idée de combien ça fait, donc on fait 18 divisé par 16, ça fait 1,125. Ou ce que vous pouvez faire, c'est faire la proportion par rapport à la taille de la police. Donc vous pouvez faire 18 divisé par 12, et ça vous donne 1,5. Donc au niveau du line 8, de la hauteur de ligne, vous mettez juste 1,5. Voilà, c'est, je trouve, un petit peu plus court que de mettre avec du REM. Et la couleur qui est utilisée, c'est du texte dark. Donc la couleur, c'est texte-dark. Voilà. Comme ça, j'ai ce style de texte. Et si à d'autres endroits, on a un texte qui a les mêmes propriétés, on réutilisera ce style-là. Pareil pour le prix, ici, je vais créer un style de texte générique. Donc je vais créer un sélecteur pour le product card price. On va préciser que la couleur à utiliser, c'est la variable price.
pareil, c'est en bold, donc font weight, et on mettra bold. La taille de la police, c'est 1 REM, donc on va pas forcément préciser ici. Et par contre, la hauteur de ligne, c'est 22 divisé, hop là, 22 divisé par 16, ça fait 1,375. Donc line 8, 1,375. Alors je vous donne une petite astuce. Au bout d'un moment, vous allez réaliser que vous tapez un peu toujours les mêmes choses. Et vous voulez aller plus vite. De devoir taper à chaque fois font-weight, c'est un petit peu long. Donc dans le cadre des éditeurs, je crois que c'est par défaut le cas sur VS Code, mais sur PHP Storm, vous allez ici dans Fichier, Settings, donc préférences en anglais, et vous allez ensuite dans la partie Éditeur, vous avez une partie qui s'appelle Emmet, je vais vous expliquer ce que c'est après, et vous allez dans CSS. Et là, vous pouvez cocher cette case Enable Fuzzy Search Among CSS Abbreviation. Vous pouvez aussi décocher cette case-là, Auto Insert Vendor Prefix, qui est coché par défaut, il me semble. Ça vous permet de ne taper que les premières lettres en fait de vos propriétés. Par exemple, si je veux mettre un font weight bold, je peux faire FWB. J'appuie sur Tab et ça met font weight bold. Si je veux mettre un line 8 à 2, je fais line 8 2 et j'appuie sur Tab. Donc ça permet d'avoir des abréviations qui se sortent beaucoup plus rapidement. Emmet, je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'est quelque chose qui vous permet de créer un élément plus rapidement en HTML. Vous pouvez taper point démo, vous faites Tab et ça vous crée automatiquement une div qui a la classe démo. Ça vous permet d'utiliser un sélecteur CSS pour générer des éléments. Et c'est aussi utilisé dans notre cas pour pouvoir générer des propriétés. Alors je reviens à ce niveau-là et on voit que le prix a la bonne apparence. Il nous reste maintenant ce petit bouton à afficher et ce petit bouton il s'affiche en haut à droite. Alors pour ce bouton, on va aller dans la partie Products et on voit que par défaut le navigateur il applique du style. Et ça nous gêne un petit peu. Donc dans notre reset CSS, on va créer des styles qui permettent d'annuler les styles par défaut du navigateur. Alors il existe des resets qui sont tout faits, vous pouvez chercher CSS reset en ligne, il y a plein de solutions. Moi, je préfère les faire un petit peu au fur et à mesure, ça nous permettra de mieux comprendre ce que l'on fait. Et vu que c'est dans le cadre d'un tutoriel, j'estime que c'est plus pertinent. Donc à ce niveau-là, je vais préciser que pour les boutons, je veux un background directement et on va mettre inherit. Ça permettra d'enlever la valeur qui est par défaut. Border, on va mettre none pour ne pas avoir de bordure. Et ensuite, on verra s'il y a d'autres styles qui sont gênants par défaut. Donc si je reviens au niveau de mon products.css, je vais pouvoir commencer à sélectionner l'élément qui permet de faire un like. Donc je reviens au niveau de ma maquette, je fais un contrôle-clic, c'est un cercle qui fait 30 par 30 et qui a une couleur de fond blanche avec une opacité de 35%. Et à l'intérieur, on a un SVG qui a une largeur et une hauteur de 14 et qui aura comme couleur la couleur de texte, donc c'est texte dark il me semble. D'ailleurs, ça peut être intéressant de mettre une couleur par défaut à tous les textes qui sont sur le site. Comme ça évite de devoir le redéfinir un petit peu partout. Donc typiquement, sur la maquette, dès qu'on a un texte, si on va sur la fiche produit, il a cette couleur par défaut. Et cette couleur-là, c'est text light. Donc je vais préciser que par défaut, tous mes textes dans mon body, ils vont avoir comme couleur la variable text light. Comme ça, typiquement, mon bouton devrait avoir cette couleur-là. Donc je reviens dans mon product. Donc on avait dit que c'était une largeur de 30, une hauteur de 30. J'estime que ça n'est pas proportionnel à la taille de la police. Donc je mets un background et on va mettre du blanc. Et si on veut changer l'opacité, je peux dans mon éditeur cliquer ici, là où il y a la couleur, et dire que je veux que ça soit un blanc qui est un petit peu opaque, donc 35%. Et ensuite, à l'intérieur, on veut que le SVG il ait une largeur de 14 et une hauteur de 14. Ce bouton-là, il devrait être placé en haut à droite. Donc ça veut dire qu'on va utiliser le positionnement absolu. Donc si je reviens à l'endroit où il est sur ma maquette, c'était sur la partie composant, on revient ici, CTRL-clic, on va au composant principal, et je sélectionne mon cercle, je maintiens Alt, et on voit qu'il est à 16 pixels du bord. Vu que toutes les unités n'étaient pas en REM, on les mettra ici aussi en pixels. Donc position absolue, top 16 et right 16. Le problème, c'est que le positionnement, il va pas être très correct. On le voit ici, c'est collé au bord. Pourquoi? Parce que le positionnement devrait être relatif à notre carte. Donc ça veut dire que notre product card devrait être en position relative.
Et ensuite, je vais changer le border radius pour que ça soit arrondi. Donc on mettra ici 100%. On voit que notre petit cœur n'a pas l'air correctement centré à l'intérieur. Donc pour centrer un élément facilement, on peut transformer ce bouton Like en Display Grid et rajouter la propriété Place Items et mettre Center. Voilà, ces deux propriétés-là permettent de centrer automatiquement l'élément qui est en fond. Donc ça commence à prendre un petit peu forme. Le dernier truc qu'on aimerait bien faire, c'est gérer l'état Over. Donc si je suis sur ce composant-là, on voit qu'on me donne ici l'état Over. Donc là, c'est la carte sur desktop et là, c'est la carte de Over. Et on voit que ça change juste la couleur de bordure. Donc on peut l'inspecter, c'est cette couleur-là que ça met. Donc on peut lui dire Over. Donc on peut utiliser le sélecteur et, ce qui permet de récupérer l'élément courant, et mettre un 2 points over. Donc Over, je veux que la couleur de bordure, border color, devienne la variable contraste. Comme ça, si je passe sur ma carte, hop, la couleur change. Je peux rajouter aussi un effet de transition de 300 millisecondes pour qu'automatiquement on ait un petit effet progressif. Sur cette carte-là, c'est pas forcément évident non plus en inspectant, mais on a un effet tout en bas d'ombre portée. Si je veux récupérer les valeurs de cette ombre, je peux cliquer ici pour avoir les informations que je pourrais reporter en CSS. Là, pour pas trop m'embêter, je vais aller directement dans la partie Export et je vais copier la partie Box Shadow. Comme ça, ça me permettra d'avoir directement la valeur et de pas m'embêter. Je vais juste regarder si le Box Shadow est le même au Over. Et effectivement, c'est la même chose, donc on ne change pas la valeur. Mais souvent dans les maquettes, vous avez un effet de Over où l'ombre portée grandit, donc faites attention à ça. Donc là, on est quasiment bon, mais il y a quand même un tout petit souci, c'est que les éléments ne sont pas correctement espacés. Comme je vous l'ai dit, moi je ne gère pas l'espacement comme ça de manière individuelle, mais je me dis que c'est le parent qui va piloter les espaces. Donc c'est plutôt le product card qui fait que l'image va être placée avec un espace plus important. Le location, il pourrait être présent à plein d'endroits différents avec des espacements différents par rapport aux autres éléments. Donc on n'appliquera pas directement des marges sur cet élément-là. Donc moi je fais souvent cette séparation-là parce qu'avec l'expérience, j'ai trouvé que de mettre les marges directement sur les éléments, c'était plus contraignant qu'autre chose. Donc si je regarde, mon image, elle est espacée à 12 pixels par rapport à cette partie-là. Cette partie-là est espacée à 14 pixels et cette partie-là est espacée à 16 pixels. Donc déjà la partie en bas, elle est plus simple à gérer parce qu'elle peut se gérer via le padding bottom que l'on a au niveau de notre carte. Donc plutôt que de mettre 6 pixels partout, on mettra 6 pixels en haut, 6 pixels à droite, 16 pixels en bas et 6 pixels à gauche. Pour le reste des espacements, je me dis que je vais cibler le location mais qui est dans le product card. Donc à ce niveau-là, je vais lui dire dans le product card, le location qui est à l'intérieur va avoir une marge et on va mettre 12 pixels en haut, 0 pixels à droite, 14 pixels en bas et 0 pixels à gauche. Et on peut ne pas mettre l'unité dans le cadre des valeurs 0. Et si on fait plus attention, on voit que ce n'est pas aligné sur l'image. On a une petite marge. Donc à gauche, en fait, on est censé avoir une marge de 8 pixels. Donc ici, je mets 8. Et ça me permet d'avoir cet espacement-là. Mais cet espacement-là, il n'est créé que pour le location qui est enfant du product card. Le location peut être utilisé ailleurs et aura sûrement des espaces qui seront différents. Donc ensuite, on a cette partie qui a le texte et le prix à droite. Donc là, comment faire? Alors la première solution serait de dire on va garder le titre en lui mettant un petit peu de marge à droite pour préserver cet espacement-là et on mettra par exemple le prix en absolu en le mettant en bas à droite. C'est une première piste que je n'aime pas forcément parce qu'on ne connaît pas à l'avance l'espacement que l'on va devoir allouer. On ne sait pas la taille du prix. Si c'est un prix qui est très important, il faudra laisser plus d'espace sur la droite. Donc c'est pas forcément une très bonne solution. L'autre solution, c'est de se dire que ces deux éléments, ils sont adjacents. Donc s'ils sont adjacents, on peut sûrement faire un display flex. Le problème, c'est que dans notre structure HTML, ces deux éléments-là, ils n'ont pas de parent commun. Le seul parent commun qu'ils ont, c'est directement toute la carte. Et on ne veut pas mettre toute la carte en display flex. Donc ça veut dire qu'il me faut introduire un nouvel élément. Donc je vais garder ces éléments en mémoire, je fais un coupé, et je vais créer un nouvel élément que je vais appeler product card underscore body, et à l'intérieur je vais remettre mes deux éléments. Vu que j'ai cette classe-là, je peux choisir de mettre un display flex ici. Donc dans mon products.css, je vais aller à ce niveau-là, ou même plutôt juste après l'image. Voilà. Et je vais utiliser ce sélecteur-là que je vais mettre en display flex.
Si je reviens au niveau de mon design, ça me permet bien d'avoir les deux éléments l'un à côté de l'autre. Alors par contre, je vais faire un align items flex end, ce qui va me permettre de mettre le texte en bas. Et je vais aussi en profiter pour faire un justify content space between pour espacer les deux éléments et bien avoir le prix à droite et le texte à gauche. Et ensuite, comme pour le location, on veut que ça soit un petit peu espacé par rapport au côté. Donc on va rajouter un margin-inline et on va mettre 8 pixels. Ça permet de mettre la même marge à droite et à gauche. Maintenant, cette carte, elle permet d'amener vers une page produit. Donc il faut mettre un lien quelque part. Moi, j'estime que mettre un lien sur le titre serait le plus naturel. Donc à ce niveau-là, je vais changer ma structure HTML. Et là où j'avais mon titre, hop, je vais venir mettre un lien. Donc à ce niveau-là, on remplace cette div par un lien. Et au niveau du href, on va aller créer un fichier qui s'appellera product.html plus tard, qui sera la fiche produit. Par défaut, on le voit, ce texte est souligné. C'est dû au fait que par défaut, les navigateurs, ils aiment bien souligner les liens. Moi, j'ai pas envie d'avoir ça, donc je vais utiliser mon reset et faire un text decoration, et on va mettre inherit. De la même manière, on va profiter pour ajouter que par défaut, la couleur des liens, ça ne sera pas le bleu qu'il met par défaut, mais ça sera la couleur du texte qui est autour. On enlève en fait tous les styles par défaut des liens. Aussi, on voit que notre élément est un petit peu espacé par rapport au bord de la fenêtre. C'est dû au fait que par défaut, le body a une marge. Donc on mettra margin de 0.0 et padding de 0.0. Voilà, c'est beaucoup mieux. Aussi, mais là c'est un choix qui est un petit peu plus discutable, c'est que lorsque l'on passe sur le bouton, j'ai envie que mon curseur reflète le fait que ça soit un bouton. Donc là, je vais préciser que pour tous les boutons, je veux un cursor pointer. Comme ça, lorsque je passe sur ce bouton, j'ai cette apparence-là. Au niveau du design, je ne crois pas qu'il y ait des effets de hover qui aient été prévus. Si je reviens dans la partie layers, est-ce que ça c'est un composant? Non. Du coup, on peut improviser quelque chose. N'hésitez pas, si une maquette manque d'indications, à demander au designer s'il peut vous préciser les choses, mais si vous n'avez pas de designer sous la main, prenez un petit peu des initiatives. Typiquement, moi ici, je vais aller prendre mon product like, donc mon bouton qui permet d'aimer l'élément, et je vais lui dire, lorsque l'on passe dessus, je vais changer la couleur de fond pour avoir une couleur de fond qui est moins opaque. Donc, par exemple, on passerait à du 60%. Si maintenant je passe sur ce bouton-là, on voit qu'il change un petit peu. Après, vous pouvez essayer des choses. Par exemple, je peux appliquer une transformation et faire un scale à 1.1, ce qui permettra de zoomer un petit peu sur ce bouton-là. Je rajoute une transition pour que ça soit un petit peu plus fluide et on met 300 millisecondes. Et enfin, je vais changer la couleur de fond, donc le color de mon élément. Je vais utiliser la variable contraste. Et quand je passe dessus, hop, ça passe en vert. Idéalement, il faudrait peut-être une couleur rouge, où je me dis même, allez, on va essayer la variable price. C'est pas mal comme ça. Voilà, et là, on a un petit bouton qui répond au moins quand l'utilisateur le survole. L'autre détail, c'est qu'on aime bien en général, quand on a une carte, faire en sorte que l'on puisse cliquer sur l'entièreté de la carte, et pas simplement sur le titre. Alors, pour rendre la carte cliquable, la première astuce, c'est d'utiliser directement la balise A que l'on a mis ici, directement au niveau de l'article. Le problème, c'est qu'on se retrouverait dans une situation un peu compliquée où on aurait à la fois un lien qui contiendrait un bouton. Donc une petite astuce, c'est de faire en sorte d'utiliser les pseudo-éléments. Donc au niveau de mon product, je vais préciser que le lien qui se situe sur le titre, donc c'était le product card title, que l'on n'a pas forcément mis ici, donc on va le rajouter. Le product card title, on va préciser que le pseudo-élément, il n'aura pas de contenu, mais il va être en position absolue avec un inset à 0. Ça veut dire qu'il va être en top 0, right 0, bottom 0, et ainsi de suite. Si je vous mets une couleur de fond et que je précise par exemple que c'est gris, vous allez voir que ce pseudo-élément prendra la totalité de la carte. Et en fait, ça permet de faire en sorte que la carte soit cliquable et de cliquer sur le lien, tout en ayant la possibilité d'avoir le bouton qui est au-dessus, parce que le bouton étant situé après dans l'HTML, son z-index est supérieur. Si on veut être sûr que le z-index ne rentre pas en collision, vous pouvez ici rajouter un z-index de 2 par exemple, et préciser que le product card like, lui a un z-index de 3. Comme ça, vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, peu importe la structure HTML, il passera au-dessus. Et voilà. Donc là, on a fini la carte sur les petits périphériques. Ce qu'on va faire avant de travailler sur les plus grands périphériques, c'est qu'on va maintenant imaginer qu'il est dans une grille.
Donc on va essayer de créer l'élément qui se situe au-dessus de la carte, cette partie-là. Donc si on réfléchit, pour la grille produit, typiquement on est dans un cas d'utilisation parfait pour un display grid. Donc je vais entourer mon élément article d'une div et je vais l'appeler Products Grid. Pourquoi? Parce que c'est une grille de produits, tout simplement. Si je regarde cette grille, c'est une grille qui est composée de 2 éléments et on a un espace de 8 entre les éléments en largeur et en hauteur, on a un espacement de 16. Pareil, j'estime que ce n'est pas proportionnel à la police, donc au niveau de ce CSS-là, je mettrai les valeurs en pixels. Donc dans mon products.css, je vais aller tout en haut, et on va dire que le products grid, il va être en display grid. On va avoir un gap de 16 pixels en hauteur et 8 pixels sur les côtés. Et on va avoir un grid template columns, et je vais répéter 2 fractions. Ça veut dire qu'on aura 2 colonnes. Si on veut faire un test un peu plus grandeur nature, au niveau de mon index.html, je vais dupliquer cette partie-là. Et on voit que ça a une bonne apparence. Alors si j'agrandis ma fenêtre, on voit que l'image se déforme. Donc ça, c'est la première manière de faire les choses. Une autre approche, c'est de dire, moi je veux pas forcément que l'image ait une hauteur précise de 124, je veux qu'elle grandisse et qu'elle garde toujours le même ratio. Donc dans ce cas-là, vous pouvez ne pas mettre la hauteur, donc je vais mettre ça en commentaire. Et à la place, vous mettez aspect ratio et vous mettez 161 par 124. Donc ça, c'est votre ratio d'image. Et vous rajoutez une hauteur automatique. Ce qui fait que votre image, quand vous agrandissez la carte, elle va grandir en gardant toujours le même ratio. Alors moi, je trouve que des fois, ça donne des résultats un peu bizarres, donc je préfère quand même garder cette hauteur fixe. Mais là, c'est un choix que vous devez faire avec le designer pour voir celui qui correspond le mieux. Le truc qu'on teste tout de suite quand on a une grille comme ça, et surtout avec des choses qui peuvent être potentiellement dynamiques, c'est qu'est-ce qui se passe si on a trop de texte. Par exemple, pour la partie titre, on pourrait s'imaginer que ça passe sur 2 lignes. Donc au niveau de mon index.html, je vais prendre ce texte-là, rajouter un petit espace et le créer plusieurs fois pour un des produits. Et idéalement, on va le faire sur le deuxième produit, parce que c'est celui qui est adjacent de notre. Ici. Donc voilà comment ça se comporte. Et on a bien fait de tester. Donc au niveau de mon product.css, je vais préciser que le prix ne peut pas passer à la ligne. Donc à ce niveau-là, je vais trouver mon product price. Alors on l'avait créé dans la partie texte. Et je vais préciser que je veux un white space no wrap. Ça veut dire qu'on n'accepte pas le passage à la ligne. Le prix est peut-être trop collé à ce niveau-là. Donc au niveau de ma maquette, je vais regarder s'il y avait déjà un espace qui avait été réservé. Effectivement, on avait 6 pixels. Donc au niveau de mon product body, l'élément qui est en display flex, je vais rajouter un gap et on va mettre 6 pixels. Et là, je me dis que ça pourrait être pertinent par contre que ça soit relatif à la taille de la police. Donc ça fait 0,375 rem. Donc on peut mettre directement 0.375 rem. Et là on le voit, cette carte-là, elle a beaucoup d'espace en bas. Parce que par défaut, les éléments, lorsqu'on les met dans une grille, ils vont stretch, ils vont s'agrandir pour prendre l'entièreté d'une cellule. Vous pouvez avoir plus de détails si vous inspectez votre grille. Hop. Donc si je passe sur cet élément-là, on voit le comportement de la grille. Typiquement, moi c'est un comportement que je veux, j'aime bien que les cartes soient alignées, par contre j'aimerais bien que le texte soit poussé vers le bas. Alors là il va falloir un petit peu ruser. Donc la meilleure solution pour ça, c'est de dire qu'au niveau du body, donc ce qui va englober ce titre-là et ce prix, on va mettre un margin top et on veut automatiquement que tu mettes de la marge en haut pour pousser le texte vers le bas. Malheureusement, ça ne fonctionne pas par défaut. Pour que ça fonctionne, il faut que notre product card soit en display flex. Vous allez me dire, mais attends, là tu fais n'importe quoi, parce que si tu fais ça, les éléments vont se mettre l'un à côté de l'autre. Et on va mettre un flex direction en colonne pour empiler les éléments les uns sous les autres. Et dans ce cadre-là, le margin auto a du sens et on voit que notre texte ici est poussé vers le bas. On pourrait aussi mettre le location en margin auto, mais j'aime bien le fait que le location soit toujours au même niveau entre les cartes. Donc là après c'est des préférences personnelles, mais d'un point de vue visuel, je trouve que cette approche-là est bonne. Bon, normalement on ne devrait pas avoir des textes si longs que ça, mais c'est pour l'exemple. Donc là on est correct, donc je vais peut-être répéter encore ce produit plusieurs fois. Je vais faire un petit raccourci, c'est CTRL-ALT-L
Ça me permet de réorganiser l'HTML et d'y voir un petit peu plus clair. Et ici, je duplique encore une fois une troisième et une quatrième. Donc j'ai ma grille produit, c'est impeccable, et on va pouvoir du coup mettre les deux derniers éléments. Donc d'abord on a ce titre-là. Alors ce titre-là, comment on va le désigner? Je me dis que c'est un peu la même chose que ce qu'on a là ici et ici. En tout cas sur les styles, ça a l'air de correspondre, ça a l'air d'avoir toujours ce même style. Donc on va utiliser un style de texte. Et ce style-là, on va l'appeler Section Title parce que c'est un titre de section. Comme je vous le dis, à chaque fois, le principal problème que vous allez avoir, c'est de trouver un nom correct. Donc je fais un CTRL-clic, ça sélectionne pas forcément le texte, donc je double-clique encore. C'est difficile, ça veut vraiment pas. Sinon, au pire, vous allez dans les calques. Donc là, je déplie et je sélectionne ça. Donc je fais un CTRL-C, ça me permet de copier le texte, et je vais aller le mettre au-dessus de ma grille. Donc ici, je vais créer un élément qui aura la classe section-title. Et dedans, j'y mets mon texte. À ce niveau-là, on peut se dire qu'une balise en tête serait peut-être plus judicieuse, vu que ça a l'air d'être vraiment un titre. Donc si on réfléchit, là, ça serait le titre de premier niveau, et ensuite, ça serait le titre de second niveau, un second de second niveau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on va pas utiliser une div, mais on va plutôt utiliser un H2. On fera par contre attention, les H2 ont un style par défaut, à cause des navigateurs. Donc dans mon reset, je vais aller réinitialiser tous ces styles-là. Le H1, le H2, le H3, le H4, et ça jusqu'au H6. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre qu'on veut un font size qui est inherit. Donc ça enlève le font size, un font weight qui est inherit aussi. Donc ça va enlever ça. Et on veut un margin inherit pour enlever les marges et un padding aussi. Alors je crois qu'il n'y en a pas par défaut, mais c'est pour être sûr, inherit. Maintenant, je peux aller venir créer le style pour ce texte. Donc je vais créer le section title et on va inspecter dans la maquette les styles de texte. Donc on va avoir une taille de police. Alors j'ai pas sélectionné le texte. On va sélectionner celui-là, il est plus facilement chopable, je sais pas pourquoi. Donc c'est 28 divisé par 16. Donc ça fait 1,75 REM. Ensuite, on a une hauteur de ligne qui est égale à 40. Donc on fait 40 divisé par 28, ça nous fait 1,42. Donc on fait un line 8 à 1,42. Ensuite, la couleur. Alors cette couleur-là, on l'a pas déjà dans notre maquette. On va regarder si c'est le designer qui a fait un petit oubli. Oui, c'est la couleur text title. Donc dans ce cas-là, on va utiliser cette couleur-là directement. Donc variable text title. Et ensuite, le graissage de la police, c'est du bold. Donc on fera un font weight bold. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Pour l'alignement du texte, on voit qu'il est centré ici. On ne le mettra pas directement sur cette classe-là. Pourquoi? Parce que ce titre-là, pour être présent ailleurs, peut être pas aligné au centre. Donc l'alignement, comme les espacements, je préfère le piloter par le parent. Donc ça veut dire que tout ce bloc-là qu'on a choisi d'intégrer, il va falloir l'entourer par un élément parent. Alors moi je me dis que ça c'est ce qu'on va appeler une section, et c'est une section qui permet de voir les produits tendances. Donc on va l'appeler section trending. Voilà. Donc au niveau de mon HTML, je prends mon H2 et toute la partie grille, et je vais l'entourer d'une div que je vais d'ailleurs je vais plutôt utiliser un élément section, et je vais lui donner la classe section-trending. Et dans mon product.css, pour l'instant je vais tout mettre là, puis je verrai si je sépare plus tard, je vais faire mon section trending et préciser que je veux que les titres de section ils soient en text align center. Comme ça je pilote l'alignement que dans cette situation-là. Donc enfin, il me reste un dernier élément, c'est le bouton. Donc si je clique dessus, on voit que c'est un composant. Je vais aller directement au composant principal et on voit que le bouton, il a d'autres formats à différents endroits. Donc ça veut dire qu'il va falloir lui donner une classe spécifique. On aura peut-être un bouton qui sera rempli et un bouton qui ne sera pas rempli. Donc ça sera un bouton avec une bordure typiquement. Donc je vais l'appeler btn bordered. Donc pour les boutons, je vais créer par contre une feuille de style séparée. Donc un peu comme product, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler btn comme buttons. Et à l'intérieur, je vais créer un sélecteur pour btn-bordered. Alors là, je fais un peu les choses en sens inverse. Et dans mon index.html, je descends,
et je vais aller créer un lien qui aura donc la classe btn-bordered. Ce lien mènera à products.html, qui est une page qu'on créera plus tard. Et à l'intérieur, on y mettra le texte que l'on a au niveau de notre maquette, c'est-à-dire le texte « Voir tous les articles ». Je vais ensuite créer le style qui correspond à ce bouton. Donc au niveau du texte, c'est un font size à 18, donc c'est 1.125 rem. Ensuite, on a une hauteur de ligne à 28, donc ça veut dire que 28 divisé par 18, ça fait 1,55, donc on va faire 1,56. Pas besoin d'être ultra précis, après la hauteur de ligne, ça se joue pas au pixel près. Font weight, on va être à 500, c'est du semi-bold. Et à ce niveau-là, on a ensuite du padding. Donc on a 12 pixels et 36 pixels. Ce padding-là, j'estime qu'il est relatif à la taille de la police, effectivement. Donc on va mettre un petit padding. Donc on a dit 12. 12, c'est 0,75 rem. Et 36, je n'en ai aucune idée, c'est 2 fois ça, finalement. Donc ça fait 2,25 rem. Pour la bordure, hop, je passe dessus. C'est une bordure de taille 1 et on a un border radius à 32. Donc ici, hop, border radius, on va mettre 32, donc c'est 2 rem. La bordure, on fait BD+, ça mettra automatiquement ça. Donc on met une bordure de 1 pixel solide et on utilise comme valeur la valeur de contraste. Aussi, la couleur du texte, je ne l'ai pas forcément précisé, c'est aussi la valeur de contraste. Maintenant, quand on passe sur ce bouton-là, l'apparence que ça va avoir est dictée dans la partie composant. Donc je retourne au composant original. Hop. Et au over, c'est ce style-là. C'est vrai que j'ai pas forcément fait la liaison, mais c'est ce style-là que l'on veut. Donc à ce niveau-là, on va lui dire, lorsque tu passes dessus, je veux que le background color, il devienne la valeur de contraste. Et on veut que la couleur du texte, ça soit la couleur texte inversée, donc du blanc. On va rajouter un effet de transition pour qu'on ait un effet progressif de changement de valeur, et ça nous donne ça. Donc maintenant, si je reviens hop, sur notre maquette, on a ce bouton « Voir tous les articles ». Je vais peut-être préciser, même si ça le fait déjà par défaut, que la largeur, ça sera max content. On peut maintenant passer au placement des éléments et des espacements. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de ma maquette, je vais regarder l'espacement que j'ai entre le titre et cette grille-là. On voit que c'est 30. Si je regarde l'espacement que j'ai entre cet élément-là et le bouton, j'ai aussi 30. Donc je me dis que peut-être une solution plus simple serait de dire que ça c'est en display flex, en flex direction colonne et rajouter un gap de 30 pixels. Ce qui me permettrait de facilement gérer l'espacement. Cette valeur de 30 pixels, je me dis qu'elle peut être relative à la police vu que c'est un élément qui est adjacent du texte. Donc là on va faire 30 divisé par 16 et ça nous donne 1,875. Donc si je reviens au niveau de mon CSS, dans ma partie Section Trending, je vais préciser que je le veux en display flex, en flex direction column, et je veux un gap de, j'ai déjà perdu la valeur, 1,875 rem. Je me dis aussi que vu que j'utilise le display flex, je n'ai pas forcément besoin de faire un texte align center. J'ai juste à lui préciser, au final, je veux que les éléments s'alignent au centre. Et automatiquement, on aura notre texte, l'espacement, notre grille, l'espacement, et ce contenu-là. La grille prendra automatiquement la totalité de la largeur L. Donc là, c'est impeccable. On a déjà cette partie grille produit qui fonctionne. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est faire en sorte que le responsive fonctionne. Si notre page est beaucoup plus grande, bah là on voit que ça fait un petit peu n'importe quoi. Donc dans le cadre du design, on avait effectivement un design différent. Donc les cartes sont déjà beaucoup plus grandes et de la même manière les titres sont beaucoup plus grands. Donc on va commencer par déjà ce section title. Donc on voit qu'il a une taille de 42, donc 42 divisé par 16, ça donne ça. Donc on va prendre cette valeur-là et on va créer un breakpoint pour tous les textes. Donc je vais faire ici un arrobase media et on va mettre entre parenthèses min-width et pour l'instant on va dire à partir de 700 pixels. C'est une valeur un petit peu arbitraire. Les iPads, je crois qu'ils ont une largeur effective de 768. Donc c'est à peu près cette valeur que je prends en repère. Ça veut dire que déjà pour les iPads on grandit.
mais après on pourra aviser au fur et à mesure. C'est pas une valeur qui est figée dans le marbre. Donc au niveau du font size, on va mettre 2,625 REM. Et pour la hauteur de ligne, elle reste inchangée, ça donne 1,42 aussi. Ok, ensuite, pour les boutons. Les boutons, on voit qu'ils ont une taille de 18. Il me semble que c'est déjà la valeur qu'on en utilisait. Par contre, les espacements, est-ce que c'est les mêmes? Non, c'est 18 et 36. Donc tout à l'heure, c'était beaucoup plus petit. Je crois que c'était 12. Donc ça veut dire qu'il faut changer le format des boutons lorsqu'on est sur un plus grand écran. Donc je vais prendre le même breakpoint, hop, la même media query, et on va préciser que pour les boutons qui ont une bordure, on va changer la valeur de padding bloc, donc en haut et en bas, et c'est 18. 18, c'est 1,125 REM, alors qu'on le voit, c'était 0,75. Par contre, sur les côtés, c'est toujours la même valeur. Ok, pareil, l'espacement qu'on a entre le titre et le contenu est de 50. Et si je regarde en bas, on n'a pas le bouton. Donc là, on peut changer le gap que l'on a entre ces éléments-là. Et ça, c'est au niveau de la grille. Donc dans mon section trending, je vais préciser, et pareil, je n'ai pas de media query, donc on va les rajouter. Je vais préciser que mon section trending, il va avoir un gap de 50 pixels. Et ça, on avait dit aussi que c'était relatif à la taille de la police. Donc c'est 50 divisé par 16. 3,125 REM. Impeccable, donc ça c'est bon, le bouton ça devrait être bon, la bordure ça devrait être correct, donc tout ce qui est au niveau de la carte par contre ça a une apparence complètement différente. Donc déjà la grille elle est beaucoup plus espacée, on voit que c'est 27 ici et 20 en bas. Donc on va devoir changer la grille, donc c'est la Products Grid. On va mettre un grid template colonne et c'est sur 4 colonnes, donc on fera repeat 4 fois un FR. Ensuite, le gap est complètement différent, à la fois en horizontal et en vertical. Donc on a dit que c'était 27 sur les côtés. Donc si on divise par 16, ça donne 1, ouais, on va mettre 1,68, enfin 69, pour faire un bon arrondi. Et sur le côté, enfin sur la hauteur, c'était 20. 20 divisé par 16, c'est 1,25. Donc d'abord la hauteur, et ensuite les côtés. De la même manière, même visuellement on le voit, le product card, il a un padding qui est différent. On avait un padding de 6, si vous vous souvenez. Donc là, c'est 12, c'est 2 fois la valeur. Et pareil, si on regarde en dessous, c'est 24. Donc c'est plus grand, hein. C'était 6 et 16 dans le cadre du design. Donc ces espacements-là, on avait choisi de ne pas les mettre relatifs à la taille de la police. Donc ce sera 12 pixels en haut, 12 pixels à droite, 24 pixels en bas et 12 pixels à gauche. Ensuite, le location, on avait un font size de 10, c'est pas la même chose. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi créer des styles à ce niveau-là. Donc le point location, il va avoir un font size de 1 REM. La hauteur de ligne, c'est à peu près la même, donc on va laisser la même valeur. Et ici, la taille de l'icône, je pense qu'elle va être plus grande. Le SVG, il fait 18 par 18. Je crois que c'était 12 en petit. Donc on va dire que le SVG du location, il est plus grand. Et là, je vous donne une petite astuce. Si vous voulez éviter de recréer un sélecteur et de rendre peut-être les trucs un petit peu plus compliqués, vous pouvez utiliser des variables. L'introduction de variables permet de changer le côté responsive plus simplement. C'est-à-dire qu'ici, pour le SVG, vous pouvez préciser qu'à ce niveau-là, vous allez créer une variable qui s'appellera icon-size et vous allez mettre 0,75 REM. Et là, vous allez réutiliser cette variable-là, icon-size. Et on l'utilise ici. L'avantage, c'est qu'après, dans le responsive, on n'est pas obligé de s'embêter à recréer un sélecteur. On peut directement changer la valeur de icon size pour mettre 1,125 REM et ça permettra de changer la taille de cette icône-là. Tant qu'on est sur cet élément location, on va pouvoir aussi lui rajouter les marges. Donc il a 34 pixels en haut et 14 pixels en bas. Et sur les côtés, il a toujours 8 pixels. Donc ça veut dire qu'on ne le changera pas. Mais on changera le margin top et le margin bottom. Donc on avait mis ces valeurs un petit peu en dur, en pixels je veux dire. Donc on précisera que le location qui est dans le product card, il va avoir un margin top de 34 et un margin bot de 14 ou 18, je sais déjà plus. 14. Le titre
des produits va avoir une taille de police différente. Donc ça, c'est dans la partie texte. Le product card title va être plus large. Donc c'est 22. 22 divisé par 16. Ça fait 1,375. Et pour la hauteur de ligne, ça fait 27 divisé par 22, 1,23. Ouais. Bon, c'est assez rare que les designers n'aient pas des valeurs arrondies, mais c'est pas grave. Ok, et le graissage est toujours le même. Pour la partie prix, tant qu'on y est, hop. Point product price. On va rajouter un font size à 28. Donc 28 divisé par 16, ça fait 1,75. REM. Et ensuite, on a une hauteur de ligne qui est de 1. Voilà. Donc là, on a défini tous les styles dans le cadre du responsive. Donc si maintenant j'agrandis, on voit que c'est beaucoup plus grand. Il y a peut-être un petit défaut, c'est que la taille de l'image n'est pas correcte. Donc dans la partie Products, on va venir créer un style pour l'image. Donc c'est Product Card Image. Et on va changer en fonction de ce que l'on voit sur la maquette. Donc le ratio, il est à 338 par 286. Donc là, on fixe simplement la hauteur à 286 pixels. Et dans ce cas-là, si je regarde la maquette, ça me donne ce format-là. J'agrandis, je rapetisse, et au bout de 700 pixels, ça devient plus petit. Bon, en intermédiaire, il y a quand même quelques petits soucis. Donc ça veut peut-être dire que notre breakpoint, on doit le placer plus tard. On a un autre problème, c'est que sur un écran très large, c'est pas censé continuer à grandir. Si on regarde la maquette, le contenu est toujours centré avec une largeur maximale de, si je regarde, je prends cet élément-là, c'est 1530. Alors pour gérer ça, c'est ce que l'on appelle en général un container. C'est en fait une classe que l'on va réutiliser partout et qui permet de dire les éléments ils sont toujours compressés dans cette valeur-là. Si vous prenez n'importe quel site, je vais prendre le mien, mais même celui sur lequel j'étais juste avant, vous avez, vous voyez, le contenu qui se centre au milieu. Là aussi, le contenu se centre au milieu. Donc souvent, on va créer une classe qui va être un peu générique, qui va s'appeler container et qui va servir à ça. Et qui englobera chacune de nos sections. Donc ma section dans mon index.html, en plus de la classe section trending, je vais lui donner une classe supplémentaire container. Et ce container, je vais le mettre dans, alors c'est pas forcément reset parce que j'estime que c'est pas un reset, mais on va peut-être créer un style en plus, une feuille de style qu'on va appeler layout, qui permet de gérer la structure et dans lequel on mettra des éléments de ce style-là. Je vais utiliser le sélecteur container et je vais préciser que mon élément a une largeur maximale de 1530 pixels. Je vais préciser aussi qu'on veut un margin inline en automatique, ce qui permettra de centrer notre élément lorsqu'il sera trop grand. Donc on voit que c'est très bien, mais par contre quand on descend en dessous de 1530, les éléments ils prennent la totalité de la largeur, mais si on regarde la maquette mobile, normalement on est censé avoir un petit peu d'espacement sur les côtés. Donc ça veut dire que dans notre élément, on peut rajouter une marge intérieure, et on va mettre une marge intérieure de 18 pixels. Et je mets ici padding inline parce que je veux seulement ce padding sur les côtés. Donc par défaut, tous les éléments que l'on a sur un site web, ils sont avec un box sizing à content box. C'est-à-dire que leur largeur réelle, ça sera leur largeur plus leur padding. Et souvent, ce que font les resets, c'est qu'ils font un truc qui ressemble à ça. Ils précisent que tous les éléments ont un box sizing à border box. Cette règle-là, elle est faite pour dire que si un élément a une largeur de 300 et des paddings à l'intérieur, on veut quand même qu'il ait une largeur de 300. C'est quelque chose qui a du sens, pour être honnête. Mais du coup, il faut faire attention parce que si vous choisissez d'avoir ce sélecteur-là, il faut dans votre layout que vous preniez ça en compte. Ça veut dire que la largeur maximale, c'est 1530 plus les 18 pixels que l'on peut avoir de chaque côté. Donc en fait, ça deviendrait 1566 dans notre cas. Donc on reteste. Je passe sur un petit écran et on voit que ça garde cette marge-là. Bon, moyennant qu'au bout d'un moment, il n'arrive plus à rentrer les éléments. Donc peut-être, on peut se dire que la grille, elle peut... Enfin, le breakpoint, il peut être plus large. Donc je vais inspecter ici. Et hop, si je regarde, c'est à partir de 1300. Ouais, c'est quand même assez large, on va pas se mentir. Donc à la limite, on va laisser en dessous de 1100, peut-être passer en mobile.
Donc pour tout ce qui est texte, hop, on va mettre un breakpoint un petit peu plus grand et on va le mettre à 1100. Si maintenant je descends en dessous, les textes sont un petit peu plus petits et ça veut dire que pour la partie image, le breakpoint à 1100 me semble plus pertinent. Donc pareil, pour le product, on va mettre un breakpoint à 1100. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est faire le breakpoint sur plusieurs colonnes beaucoup plus tôt. Donc ce breakpoint là, je vais le mettre lui à 700. Et c'est à ce niveau-là où vous devez un petit peu jouer et faire en sorte que ça soit le mieux sur un maximum d'écran. Et là, il n'y a pas forcément trop de choix que d'expérimenter un petit peu. Ce que peuvent faire certains designers, c'est vous annoncer à l'avance et vous dire, ah ben là, sur les mobiles, ça sera ce format-là, sur les tablettes, ça sera ce format-là. Mais vu que les tailles des périphériques sont assez fluides, c'est un peu compliqué. Donc moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est peaufiner un petit peu au fur et à mesure en faisant des redimensionnements pour faire en sorte que ça ait toujours une apparence correcte. Voilà. Là, franchement, je pense que c'est pas mal. À voir si le gap, on le déplacerait pas. Donc là, le gap, je vais plutôt le mettre ici. Hop. Donc j'enlève le changement de gap ici et j'enlève le changement de colonne ici. Hop. Donc au-delà de 1100, on a le gap et les grosses polices. Je descends. Hop. En dessous de 1100, le gap devient petit et les textes aussi. Et après, si je rapetisse encore, hop, ça passe sur 2 colonnes. Et là, on voit que c'est fonctionnel sur toutes les tailles d'écran. Bon, dernier petit souci, c'est que quand on est sur un grand écran, donc on va dire au-delà de 1100, si on regarde notre maquette, on a le titre à gauche et le bouton à droite. On n'a pas du tout le bouton qui est à la fin. Donc déjà, pour placer ça à gauche, ben, il faut faire en sorte que le Align Items au niveau de notre section trending, ben, il devienne en flex start. Mais à première vue, ça n'a pas de changement. C'est dû à ce que j'ai fait dans le reset. J'ai mis les margins, je ne sais pas pourquoi j'ai mis inherit. Non, là, on veut vraiment les passer à 0. Voilà. Et dans ce cas-là, ça fonctionnera bien. Si on met inherit, il va vouloir mettre des marges automatiques partout. Et du coup, ben, ça fait qu'il centre l'élément, ce qui n'est pas du tout le comportement que l'on voulait. Donc faites bien attention, mettez des marges à 0. À ce niveau-là, donc le texte est bien à gauche, mais notre bouton il devrait apparaître en haut à droite. Alors là, on a 2 solutions. Soit on peut essayer de changer la structure HTML pour que le titre et le bouton soient au même endroit et le même parent et on utilise un display flex. Soit on peut se dire le plus simple, c'est de faire en sorte que le section trending il soit en position relative et comme ça on met le bouton en haut à droite. Moi, j'estime que cette solution est cool parce qu'elle ne nous oblige pas à changer la structure du CSS. Donc, dans ma partie product.css, quand on est sur un suffisamment grand écran, donc on va se dire, d'ailleurs ça, on aurait pu le faire dès que on est sur un plus grand écran. Voilà. Et je vais lui dire, cet élément section trending, il est en position relative quoi qu'il arrive. Voilà, ça n'affecte pas les mobiles de faire ça. Mais par contre, notre bouton qui est avec bordure à l'intérieur, donc notre section trending btn bordered, on va préciser qu'on le veut en position absolue, top 0, right 0. Et on voit que ça se positionne correctement en haut à droite. Par contre, il faudra faire attention, on ne veut pas prendre en compte le padding du conteneur. Donc on a 2 solutions, soit on crée 2 éléments HTML, mais j'aime pas trop moi changer la structure HTML en fonction du style. Soit l'autre solution, c'est que dans le layout, on va créer une variable que l'on va appeler container-padding et on va mettre 18 pixels. C'est cette valeur-là que l'on va utiliser ici. Donc on va utiliser la variable container-padding et l'avantage, c'est qu'elle peut être utilisée pour, par exemple, faire un positionnement. Donc dans notre product, plutôt que de mettre un right à 0, on va lui préciser d'utiliser cette valeur-là. Comme ça, notre bouton est bien aligné avec les cartes. D'ailleurs, en parlant des cartes, je remarque aussi que le bouton là, il n'est pas forcément très bien placé et je pense qu'il doit être aussi plus gros sur bureau. C'est effectivement le cas, il a une largeur de 48. Donc à ce niveau-là, ça veut dire qu'on doit changer le style du like. Donc on va le changer lorsqu'on est sur des plus grands écrans. Donc product like, on va préciser une largeur de 48, une hauteur de 48 et l'icône changera sûrement de taille aussi. C'est une largeur et une hauteur de 20,8, donc on va mettre plutôt 21. Comme je l'ai fait pour le bouton de location, je vais me créer une variable CSS pour gérer la taille de l'icône à l'intérieur de ce bouton-là. Donc à ce niveau-là, je crée une variable icon size
je précise que c'est 14 pixels. Je vais ensuite utiliser cette valeur-là ici et ici. Donc là, je vous montre le processus un petit peu itératif, mais après, avec l'expérience, vous serez capable de détecter ce genre de situation un petit peu plus à l'avance, ce qui vous permettra d'anticiper les choses et de directement avoir la structure la plus proche possible du résultat final. Mais j'essaie de vous montrer, à travers ces exemples-là, un petit peu mon processus aussi de réflexion. Et c'est ce processus-là qui va se faire un petit peu plus automatiquement. Et là, donc, on a une position à droite et à gauche à 28 pixels. Donc, on mettra top 28 et right 28 pixels. Voilà, ce n'était pas relatif à la taille de la police dans le cadre de cette carte-là. Et là, je pense qu'on est bon sur cette apparence-là. Donc, on voit que le texte va bien se pousser vers le bas de la carte. Et si je rapetisse, ça se rapetisse bien. Bon, les cartes deviennent un petit peu étroites. Donc on pourrait peut-être mettre un breakpoint un peu plus tôt, mais c'est pas mal là. Je descends, je descends, je descends. Et quand ça devient petit, ça change d'apparence comme ça. Alors la dernière chose qu'il nous faudrait faire, c'est gérer la taille des images. Donc dans le cadre des plus grands écrans, l'image est un petit peu plus grande. Donc dans le cadre de Squoosh, il faudrait que j'exporte aussi une autre image pour les bureaux. Donc dans ce cas-là, je ne sais pas si je l'ai gardé en mémoire, ouais, impeccable, mais je vais lui préciser que je veux une image qui fait 338 par 286. Donc 338 par 286. Et ici, je vais aller télécharger ça. Et on va l'appeler choosethumb-desktop.jpg. Au niveau de ma balise image, on va utiliser une balise image responsive. Donc c'est embêtant parce qu'on a dupliqué la carte plein de fois, donc on va enlever tous les duplicata, on va garder qu'une carte pour l'instant. Et je vais vous donner une petite astuce après. Voilà. Et à ce niveau-là, on va garder le SRC que l'on a mis au niveau de notre image. Je vais peut-être aller à la ligne pour un peu plus de clarté. Et on va rajouter une autre balise, SRC7. Ça permet de préciser plusieurs images. Donc on aura d'abord une première image qui sera la version thumb, et on précise que la largeur de cette image, c'est 161 W. Ensuite, on met une virgule et on met une autre image. Donc, c'est Choose Thumb Desktop et c'est 338 W. Donc, ça permet de préciser au navigateur la largeur originale de l'image. Ensuite, on fait un Sizes pour indiquer au navigateur quelle taille va prendre l'image en fonction des différentes résolutions. Donc, avec une résolution maximale de 700 pixels, l'image, elle fait 161 pixels de large. Encore qu'il faudrait la mesurer. Et après, hop, pour les plus grands écrans, elle a une largeur de 338 pixels. De cette manière-là, on laissera le navigateur choisir la bonne taille d'image en fonction de la situation. Alors concrètement, pour le reste de cette vidéo, on ne va pas s'embêter avec tout ça. Je voulais vous le montrer au cas où. Mais en général, vu qu'après, notre maquette sera sûrement reprise par un outil qui va générer l'HTML pour nous, ça va être généré automatiquement. Donc on va pas se prendre la tête dans cette vidéo à générer les images à chaque fois que l'on a. On va directement se baser sur un outil qui nous délivrera des images par défaut. Ça sera beaucoup plus rapide et ça nous évitera de perdre du temps sur cette partie export. Mais je tenais à vous le montrer parce que exporter des images, pour certaines situations, c'est nécessaire. Par exemple, si vous avez des icônes qui ne sont pas des tracés vectoriels, c'est important de pouvoir le faire. Voilà. Mais là, dans notre cas, on va pas s'embêter et on va laisser juste ce SRC là. Donc maintenant, on peut remettre plusieurs fois l'article. Et d'ailleurs, pour éviter de vous embêter à dupliquer le code, je vais vous donner un petit bout de JavaScript que vous pourrez copier et qui vous permettra justement d'aller un petit peu plus vite. Donc tout en bas de votre page, juste avant la fermeture du body, vous allez créer une nouvelle balise qui s'appelle script. Et dedans, vous allez y copier-coller le code que je vous mettrai dans l'article associé à cette vidéo-là. Maintenant, lorsque vous avez un élément que vous voulez dupliquer, vous n'êtes plus obligé de le dupliquer en HTML. Vous pouvez faire un attribut data-repeat et vous mettez une valeur et ça va le répéter plusieurs fois. Alors, je vois d'ailleurs que ma grille ne prend pas toute la largeur. Ça pourrait être un effet sympa, mais moi j'aime pas trop. Donc je fais un contrôle-clic ici, ça me permet d'aller au CSS qui correspond. Donc ça c'est aussi une petite astuce intéressante. Et à ce niveau-là, je vais préciser, je veux une largeur de 100%. Comme ça au moins la grille prend toujours tout l'espace. Et là on a terminé avec cette section-là. Du coup ce que vous devez retenir, c'est que lorsque vous attaquez un élément,
je vous conseille de commencer par l'élément le plus petit. Ensuite, commencez par réfléchir aux éléments dont vous avez besoin. Et commencez par créer la structure HTML en choisissant des noms de classes qui correspondent bien à la situation. C'est ça la principale difficulté, ça va être de bien organiser votre CSS. Une fois que vous avez placé vos éléments, vous pouvez commencer à créer le CSS qui correspond. Si jamais vous voyez qu'il y a certaines situations que vous n'arrivez pas à résoudre, dans ce cas-là, vous introduisez de nouveaux éléments, comme on a dû le faire par exemple pour le système de corps à ce niveau-là, où on en a eu besoin pour faire le display flex. Et ensuite, vous remontez pour créer toute votre section et tout votre élément. On commencera évidemment par du mobile first, et ensuite on créera des variations en fonction des media queries pour pouvoir faire en sorte que le comportement soit correct, quelle que soit la taille d'écran. Donc pour cela, il faut essayer un petit peu de jouer avec la taille de notre fenêtre pour arriver à obtenir un résultat qui soit satisfaisant, quelles que soient les tailles d'écran qui sont disponibles. Enfin, on fera attention à comment on place les espacements. Comme je vous l'ai dit, d'expérience, je trouve qu'il faut éviter de placer les marges directement sur les éléments parce que ça empêche leur côté réutilisable. Par exemple, si j'avais choisi de rajouter le style absolu sur le bouton pour tout le monde, ce n'aurait pas été pratique parce que peut-être que le bouton ne sera pas positionné de la même manière aux autres endroits. Donc gardez toujours les styles les plus génériques possibles pour tous les éléments et gérez les espacements relativement auparavant. Et je trouve que ça vous permettra d'avoir un CSS plus organisé et de vous sortir de pas mal de situations. Et après, n'hésitez pas à peaufiner. Le CSS, c'est beaucoup de peaufinage jusqu'à arriver à un résultat qui est parfait et qui correspond au plus proche à la maquette. Typiquement, là, on peut voir que le bouton, par exemple, est peut-être responsive un petit peu trop tôt. Donc, hop, on affine et on voit ce que ça donne. On peut voir aussi que peut-être le bouton est un petit peu trop bas. Donc, ça serait intéressant peut-être de mettre sur un plus grand écran, un top un petit peu négatif, ou de changer la hauteur de ligne du texte pour correspondre à la largeur du bouton. À chaque fois, vous allez avoir aussi plein de solutions possibles à un même problème. Là, il n'y a pas forcément une solution qui est meilleure que l'autre. Choisissez toujours la solution qui génère le moins de CSS et qui vous évite de changer trop la structure HTML. C'est souvent celle-là qui sera la plus optimisée. Donc, sachant cela, ce que je vous propose de faire, c'est vous d'essayer de continuer à pratiquer. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire des chapitres pour chaque élément. Donc on fera sûrement une vidéo pour chaque section que l'on a sur la page d'accueil. Et du coup, regardez la vidéo qui correspond au problème que vous avez. Si vous n'avez aucun problème, vous pouvez directement continuer à avancer et essayer d'intégrer la maquette. Donc pour l'instant, on va faire tous les éléments qui sont à l'intérieur de cette page d'accueil. Et ensuite, on fera l'entête et le footer. Donc je vous donne rendez-vous dans une de ces prochaines vidéos. Ciao!